Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Vogue, hein. Bon, Vogue alors. Je suis très content d'être avec toi. Merci de prendre du temps pour ce nouvel épisode. Je suis ravi d'être avec toi ce matin. Tu es la première invitée de l'année que j'enregistre. Est-ce que tu peux nous dire où tu nous reçois ce matin? Alors, je te reçois dans mon salon. On est face à la mer parce que j'ai une chance énorme d'avoir un appartement qui est avec une très belle vue sur la mer et sur sur les goudes et donc c'est très joli. Comment tu vas? Mais je vais très bien en fait. Je vais très bien. Justement, je me suis reposée pendant 15 jours. J'en avais besoin et voilà, donc oui, je vais bien. T'as coupé? J'ai coupé, oui, j'ai toujours moi beaucoup de mal à couper, vraiment. Mais oui, j'ai coupé plus que d'habitude, on va dire. Pas complètement, mais plus que d'habitude. Ça veut dire rester en veille parce que je suis obligée de rester en veille sur ce que je fais. Mais après, j'ai pas été très dans une phase de production, on va dire. Voilà, j'ai pas produit, j'ai gardé la veille. Ok, donc ressourcé pour ce début. Mais ressourcé, tout à fait ressourcé. On part au hasard de la discussion. Je vais te laisser tirer un dé. Alors, Soit tu le choisis, soit tu le pioches au hasard. un sac noir. Un 5 noir. Le handicap. Le handicap, c'est un sujet qui, et je le dis, j'ai beaucoup de chance, ne me touche pas à titre direct, puisque je suis maman d'une fille de 21 ans et voilà, j'ai cette chance énorme d'avoir un enfant en bonne santé. Je pense que c'est déjà quelque chose de particulièrement important. Par contre, j'ai été fortement confrontée dans le cadre d'une de mes activités professionnelles passées, où justement il s'agissait de prendre en charge et de former des personnes qui étaient en situation de handicap. Et donc forcément, j'ai découvert à quel point c'était d'une part, compliqué de parvenir à adapter des formations à ce type de public, surtout qu'il y a plein de handicaps différents et qu'on ne traite pas un handicap cognitif comme on traite un handicap de type autisme Asperger, comme on ne traite pas un handicap de type moteur. Donc tout ça, ça m'a particulièrement interpellée. Et peut-être le deuxième point que je voudrais dire sur un titre beaucoup plus personnel, c'est qu'en fait, j'ai une de mes amies très proches en fait qui fait ce merveilleux métier qui s'appelait AESH avant et qui est maintenant donc en classe Ulysse, dans une école du 13e arrondissement à Valplan, donc dans un quartier qui est pas un quartier qu'on appelle en tout cas difficile ou prioritaire de la ville. Et quand je la vois régulièrement, je vois l'investissement qu'elle met par rapport à ça, la difficulté qu'il y a derrière, la misère sociale, voilà. Donc je pense que le handicap est un problème qui n'est pas suffisamment pris en compte, surtout quand je vois ce qu'elle est payée. Et l'investissement qu'elle y met tous les jours, sa propre énergie, presque ses propres deniers, pour justement pouvoir remplir son rôle dans cette école. Donc voilà, donc je trouve que le handicap, en effet, est un domaine qui n'est pas du tout assez pris en charge et plus Intérêt, clairement. par rapport, alors j'aimerais bien que tu reviennes, mais on va revenir, que tu reviennes à la fin, justement sur cette expérience. Pour l'instant, on va la garder secrète, mais fais-moi penser, si j'oublie, à rentrer plus dans le détail après, si tu veux bien, une fois qu'on aura dévoilé ton identité et tes diverses activités. D'après toi et d'après les expériences que tu as eues, le bonheur est lié à la capacité physique ou mentale d'une personne? Moi, je le pense pas. Je pense que c'est pas le cas. Je pense que tu peux être tout à fait heureux. Je prends un exemple. Alors, c'est un exemple qu'à mon avis, pas mal de gens ont dû voir. Quand je vois Olivier Goy, qui souffre du syndrome de Charcot, la maladie de Charcot, et quand je vois l'énergie, l'enthousiasme, la pêche, l'envie de tout, l'optimisme dans ce qui est probablement une des pires maladies et la plus handicapante possible, puisqu'en plus tu te vois partir petit à petit, que je vois justement dans le cadre de mes expériences passées, les personnes qu'on a accompagnées pour qui objectivement le handicap n'était absolument pas un problème. En fait, il n'y a que le fait qu'on ne s'adapte pas nous à eux qui fait que leur handicap devient visible. Mais en fait, si la société, si la rue, si le monde qui les entourait s'adaptait à leurs problèmes, à leurs problématiques et à ce qu'ils traversent, dans l'absolu, ils ne le vivraient pas. Et je n'ai en tout cas pas vu beaucoup de personnes handicapées malheureuses. J'ai croisé des personnes qui souffraient de syndrome d'autisme Asperger, qui étaient brillantissimes dans leur parcours. Et à partir du moment où on leur propose une formation qui est adaptée à leur qualité, et leurs qualités qui sont exceptionnelles dans des domaines bien supérieurs aux nôtres, bah, du coup, en fait, ils s'éclatent. Donc, non, je pense que là-dessus, je ne le pense pas. Donc c'est l'adaptation qui fait le bonheur. Enfin, c'est le fait que quand les autres s'adaptent ou à autres,
quelle que soit ta problématique ou ton handicap ou du coup, il y a communication du bonheur ou il y a un bonheur qui peut être, on va dire, extérieur? Oui, je pense que c'est une question, c'est comme pour tout, tu peux être la personne la plus adaptée tu peux être la personne la plus adaptée du monde au sens, on va dire traditionnel, dans les normes qu'on connaît. À partir du moment où le monde autour de toi ne t'accepte pas ou ne fait pas en sorte que tu es accepté, par définition, ça devient plus compliqué. Donc, à plus forte raison, lorsque tu es dans une situation minoritaire, et je ne vais pas partir dans des grands principes politiques, mais on peut y venir très vite à partir du moment où tu n'as pas ou la bonne couleur de peau ou dans certains pays, la bonne orientation sexuelle ou et cetera. À partir de ce moment-là, en effet, tu peux te retrouver, dans des situations qui sont complètement, malaisantes et mal adaptées, mais elles ne sont pas mal adaptées par rapport à toi, elles sont mal adaptées parce que les autres ne s'adaptent pas. OK, bah, écoute, je te propose de repartir sur une deuxième thématique. 4, la famille. Ah, la famille, ça, c'est un sujet. Ça, c'est un sujet chez moi, c'est vraiment un sujet. Alors, on va d'abord commencer par ce qui est facile et ce qui est simple. Moi, ma famille, elle est petite. J'ai une fille qui a 21 ans, qui s'appelle Lily Rose, avec qui j'ai cette chance énorme de m'entendre excessivement bien, que j'ai élevée seule. Donc ça, c'est aussi une grande fierté. Alors que j'ai élevé seule, elle a un papa, bien entendu, qui s'en occupe exceptionnellement bien. Et là-dessus, il n'y a pas de... J'y reviendrai peut-être un peu après, mais bon, je l'ai quand même élevée seule puisque je suis arrivée ici, quand je me suis séparée, elle avait 7 ans, je suis arrivée ici à Marseille avec elle. Et voilà, et c'est un défi quand on a un enfant, qu'on doit l'élever seul, qu'on doit continuer forcément, qu'on doit surtout travailler, qu'on doit recréer, réinventer quelque chose. Bah forcément, il y a la part famille, la part enfant. En plus, moi, j'avais pas les 7 premières années de ma fille, je l'avais très peu élevée parce que je travaillais beaucoup et je voyageais énormément encore à ce moment-là. Et donc, c'est son papa qui l'avait complètement pris en charge et qui restait à la maison, qui s'en occupait. Elle a eu cette chance énorme d'avoir un papa à la maison, pendant 7 ans, qui s'en est beaucoup occupé. Donc voilà, donc c'est clairement, oui, la famille pour moi, c'est ma famille, c'est ma fille, ça c'est sûr. Le noyau. Ouais, c'est le noyau, c'est elle, c'est très important. Est-ce que tu as une leçon que ta famille t'ait transmise et que tu transmets peut-être à ta fille? Alors j'ai une leçon, oui, j'ai beaucoup de leçons qui m'ont été transmises. Alors j'ai des leçons qui m'ont été transmises en positif, puis des leçons qui m'ont été transmises en négatif. Savoir ce qu'il faut absolument ne jamais reproduire, parce que voilà, j'avais pas une famille qui était totalement fonctionnellement normale, on va dire. Donc forcément, ça marque. Moi, je suis aussi d'une génération où, comme je dis toujours, les parents, enfin les gens se mariaient, avaient des enfants sans toujours avoir et les bons codes et les bonnes armes et les bons codes, voilà, on va juste dire les bons codes. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui ne me retourne pas. Donc, par contre, je ne me retourne pas, mais je garde les leçons. Donc moi, ce que j'ai essayé de garder, c'est le positif de ce que j'ai pu prendre. Donc j'ai beaucoup de positifs que j'ai tirés de ma mère, qui est quelqu'un d'excessivement courageux, courageuse d'ailleurs, dans le cadre de son travail, dans le cadre de valeurs qu'elle a. Et elle est toujours là et elle a 87 ans et elle est toujours dynamique. Elle a travaillé très tard, elle a travaillé jusqu'à 79 ans, ma mère. Parce qu'elle n'avait pas le choix, mais parce qu'elle aimait ça. Elle n'avait pas le choix, mais elle aimait ça. Donc voilà, donc ça, c'est des exemples forcément de résilience et de... Alors, résilience, c'est un mot à la con, mais bon, mais quand même, là, j'ai que celui-là qui me vient. De résilience, voilà, qui font et que j'essaye de garder en aspiration. Voilà, donc je pense qu'en positif, en tout cas, je garde ça. Après, s'il y a des choses un peu moins extraordinaires, bah forcément, c'est comme elle a énormément travaillé, parce qu'elle a beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Elle a tout sacrifié à sa carrière et donc forcément, bah, nous, on n'a pas beaucoup vu, c'est peu de le dire. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel j'ai été très vigilante avec ma fille et que j'ai essayé justement de ne pas reproduire. C'était d'essayer d'être là pour, justement pouvoir, m'occuper d'elle et qu'elle n'ait pas ce sentiment d'être seule ou de s'élever toute seule, quoi. Ce qui a peut-être été un peu plus mon cas, mais voilà, Donc cette bascule, du coup, elle s'est faite après ces 7 ans, de ce que tu nous disais? oui, elle s'est faite d'abord sur le fait que je voulais pas d'enfant, pour être tout à fait honnête. J'en voulais pas au départ. Parce que je me pensais pas capable, parce que je pensais que être enfant, c'était quelque chose où on n'était pas heureux. Donc voilà, donc c'était pas quelque chose que je me voyais avoir. Et puis c'est fait que j'ai eu un enfant, je suis tombée enceinte. Enfin, je me suis mariée, je suis tombée enceinte. Et c'est vrai qu'au début, c'était compliqué, parce que justement, c'était pas quelque chose qui était automatique pour moi. Et puis, le papa de Lily est extraordinaire, donc il s'en est beaucoup occupé, parce il connaissait mon passé, il connaissait mes failles, il connaissait mes craintes, il connaissait tout ça. Donc, il a pris le rôle totalement, et il a été exceptionnel, il l'est toujours. Et donc voilà, mais c'est vrai que les 7 premières années, je l'ai peu vu, parce que je me suis renoyée dans le boulot. J'ai continué à faire ce qu'il ne fallait peut-être pas faire, mais que j'ai fait. Et puis c'est vrai que le jour où j'ai, pour des raisons diverses, j'ai changé de vie,
Bah, c'est vrai que je pensais pas à la garde de Lily Rose. Je pensais pas l'avoir. Je pensais que c'est son papa qui l'aurait et ça m'aurait semblé tout à fait logique puisque c'est lui qui l'a porté depuis le début, donc ça me semblait tout à fait normal que ce soit lui qui la garde. Je me serais absolument pas battue contre lui pour ça et puis lui m'a fait un cadeau qui est le plus beau cadeau que quelqu'un peut faire. Il a dit: «Maintenant tu vas la prendre, tu vas t'en occuper. Je vais te faire le cadeau le plus difficile, le choix le plus difficile de ma vie puisque, c'est ma fille, mais tu vas t'en occuper, parce que sinon tu la connaîtras pas» et voilà. J'ai toujours un peu de mal à en parler, j'y arrive, je commence à y arriver avec le temps, mais voilà, il l'a fait et puis pendant jusqu'à ses 18 ans, il est venu tous les 15 jours parce qu'il est loin d'ici. Tous les 15 jours, il est venu passer 3 jours avec nous et refaire la famille, refaire la cellule familiale. On a été séparés, puis il a refait sa vie et c'est très bien comme ça. Mais voilà, il a voulu que cette cellule familiale tienne et elle tient toujours en tant que famille, en tant que papa et maman de Lily Rose, en fait. Ça tient toujours à 21 ans et ça, c'est exceptionnel. Ouais, c'est joli, une belle histoire, merci de ta franchise. Et ben, je te propose de repartir sur une dernière thématique. Ah. L'amour. Ah, ça, c'est une question compliquée. Ça, c'est une question compliquée chez moi. Pour moi, l'amour, c'est d'amour, enfin, ça a de multiples formes. Et je vais le mettre d'ailleurs sous de multiples formes. C'est un peu la question que je craignais, en fait, dans les questions. Parce que, comme je l'ai expliqué un peu avant, mon enfance, j'ai pas grandi dans un modèle familial net ou clair ou simple, on dira ça. Il y a d'ailleurs une personne dont je ne parle pas ici, hein. Donc, clairement, c'est ce qui, pour moi, modèle la construction de l'amour au sens vers l'autre, que ce soit, oui, aimer un homme ou une femme d'ailleurs, hein, c'est pas le sujet, mais en tout cas l'amour de l'autre, qui chez moi n'a pas été bien construit. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai eu cette chance énorme de rencontrer mon mari, de me marier, d'avoir un enfant avec lui, etc. C'est une superbe expérience. Et je pense que je garderai de l'amour, ça, et cette espèce d'amitié exceptionnelle qui nous lie, lui et moi, autour de notre fille, comme l'amour que j'ai vis-à-vis de quelques amis et amies avec lesquels je suis. Moi, j'ai pas énormément d'amis, mais je suis oui, on est clanique. On est clanique à distance, puisque mes amis sont à Bruxelles. Voilà, je dévoile quelque chose, mais mes amis sont à Bruxelles. Majoritairement, en tout cas, mes amis, j'ai 40 ans d'amitié avec eux. Des amis d'enfance? C'est des amis des amis d'adolescence, on va dire, mais pour qui c'est à la vie, à la mort. Voilà, on le sait. Et il y en a 2-3 qui sont venus se greffer depuis, mais ils sont voilà. Mais c'est la base, la base, elle est là-bas. Et comme j'en parle avec d'autant plus que forcément à chaque fois que je retourne, etc. Je dois les voir, on doit se voir, etc. On doit pas se voir 5 fois par an, mais on doit se voir. Et puis voilà. Puis il y a des choix qu'on fait dans une vie. Moi, mon choix, ça a été de élever ma fille, de m'en sortir à titre financier, professionnel, pas dire intellectuel, mais de pouvoir toujours continuer à faire ce que j'aime. Et dans ce que j'aime, il y a amour aussi, hein, c'est ce que j'aime. Par rapport à ça, c'est apprendre à m'accepter aussi. Il y a l'amour de soi qui est important. Et je pense que c'est quelque chose aussi que j'ai mis beaucoup de temps à construire. Et puis voilà. Puis comme on dit toujours, au départ, quand on ne s'aime pas, on a du mal à aimer les autres. Je pense que toute cette phase-là, elle est en train d'évoluer. Elle évolue bien. Voilà, maintenant, c'est ma vie en fait. Ok. Et est-ce que tu arrives, c'était une question par rapport à la famille, mais c'est pas grave, je vais y revenir parce qu'il y a aussi, je pense, un lien avec l'amour. Sur les points négatifs que tu as vécu, est-ce que tu as réussi justement soit à casser le continuum que tu as vécu et à le transformer justement en amour? Parce que j'entends beaucoup d'amour avec ta fille, avec son papa, et j'entends aussi qu'il y a eu effectivement une famille dysfonctionnelle, mais tu vois, c'est ce que je visualise, après à toi de me dire, mais qu'il y a eu au lieu de reproduire ce que tu as vécu, parce que c'est ce qui arrive des fois parfois, de reproduire ce qu'on a vécu et de refaire les mêmes traumas, de casser et de transmuter, tu vois, quelque chose de douloureux en quelque chose plein d'amour, plein de joie. Oui, j'ai cassé ça, tout à fait. Tu as tout à fait, lu entre les lignes, la chose. J'ai cassé, puisqu'à partir du moment où j'ai eu Lily Rose, je suis tombée enceinte et que j'ai eu, moi, ma seule obsession, ça a été de l'élever telle sorte de casser. C'était de casser la ligne. Je voulais pas reproduire. Et c'est pas simple parce qu'on n'est pas armé pour ça. Bon, c'est vrai que j'ai vu des personnes qui étaient spécialisées là-dedans. J'ai suivi de la thérapie, mais je l'avais faite avant de tomber enceinte, avant même de rencontrer le papa et de me marier. Je l'avais fait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les armes. Et moi, j'ai fait à ma méthode. Alors, c'est une méthode toujours un peu particulière. C'est que je me suis dit, voilà, instinctivement ce que je ferais. Et puis, instinctivement, qu'est-ce qui aurait été fait vis-à-vis de moi. Et puis, qu'est-ce que je fais à l'opposé? Et puis, dans l'absolu, le choix qu'on va prendre, c'est peut-être l'opposé, puisque par définition, si je suis ça, par définition, je risque peut-être de nouveau de garder la ligne. Alors, est-ce que je l'ai réussi? Est-ce que je l'ai raté? En tout cas, j'ai un enfant qui ne souffre pas, en tout cas des mêmes, pas dire problèmes, mais des mêmes
douleurs ou des mêmes maux que j'ai pu avoir quand j'avais son âge, par exemple, très clairement. Elle en a peut-être d'autres parce qu'elle a vécu d'autres choses et c'est normal et heureusement d'ailleurs parce que je serais presque je serais inquiète si justement je l'avais mise dans une bulle et c'est pas du tout l'idée de mettre son enfant dans une bulle. Voilà, et elle a son caractère et ses propres voilà, et son propre psyché et c'est très bien comme ça. Mais au moins, en tout cas, je pense qu'on a coupé quelque chose. Ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ta confiance et ta transparence. On passe au texte à trous. Commence les phrases, tu les termines. Ma dernière boulette. Ma dernière boulette, ça c'est une bonne question. Ma dernière boulette, eh bien, je vais te dire, je ne sais pas quelle était, mais vu l'état dans lequel j'ai été pendant ces 10 derniers jours suite à un problème allergique, j'ai dû faire une giga boulette, mais je ne saurais jamais ce que j'ai fait pour cette boulette, mais elle devait être giga parce que j'ai été très mal pendant 10 jours. D'accord, d'un point de vue allergique. Ouais, d'un point de vue allergique, j'en parle là parce que je pense à ça parce que dans l'état où je suis, on ne peut pas me voir, mais je n'ai été quasiment qu'un lambeau pendant 10 jours, donc voilà, donc j'ai fait une grosse boulette, à mon avis alimentaire ou cosmétique ou je ne sais pas de quoi, mais voilà. Bon, Voilà, d'accord. c'est une grosse boulette. Bah, si jamais ça te revient, n'hésite pas. Tu vois, si c'était à refaire, Je changerais rien. Je changerais rien. Je ne changerais rien, non, je ne changerais rien, c'est faux ce que je dis. Si c'était à refaire, je ne changerais rien à partir de mes 25 ans. Je changerais les 25 premières. Mais d'un autre côté, et quand je dis ça, c'est toujours le côté verre à moitié plein chez moi qui ressort, c'est qu'en fait, je suis tellement heureuse de la vie que j'ai eue entre 25 et maintenant, que quelque part, en fait, je ne dois pas changer les 25 premières parce que c'est celles qui m'ont emmené là aussi, voilà. Mais dans l'absolu, oui. Peut-être que ça aurait été plus simple si j'avais pas ça en tête. ok. La chose la plus courageuse que j'ai faite est. La chose la plus courageuse que j'ai faite, je pense, c'est de venir m'installer ici à Marseille. Seule, en ne connaissant personne, sans boulot, avec ma fille, dont j'avais pas encore l'habitude de l'élever seule dans une ville que je ne connaissais pas. Je pense que ça, c'est peut-être le truc le plus courageux que j'ai fait. Oui, je pense. Ça a été difficile au départ? Ou ça s'est fait de manière naturelle? Ça n'a pas été simple. Après, moi, je repense jamais à ce qui a été difficile. Donc, oui, ça a été difficile, certainement. Mais pour moi, c'est le meilleur choix que j'ai fait. Parce que ça m'a permis justement de grandir, de la faire grandir au soleil. C'était mon rêve, de la faire grandir au soleil. À quel soleil, je ne savais pas encore. Ça m'a permis de découvrir autre chose. Ça m'a permis de redémarrer à zéro une autre partie de vie qui n'avait plus rien à voir avec celle que j'ai quittée, mais dans laquelle je suis excessivement heureuse. Donc, oui, c'était probablement la meilleure chose que je pouvais faire. Est-ce que tu as un souvenir de joie justement là-dessus? De joie, c'est en fait à chaque fois, et ça fait 13 ans que je suis ici, et c'est toujours la même. C'est de rouler le long de la corniche, de regarder la mer et de me dire à chaque fois qu'elle n'a pas la même couleur, que la luminosité n'est pas tout à fait la même, et qu'en fait, ça me rappelle que quand ça va pas bien ou que quand ça va bien, en fait, c'est cette même force qui est là, que c'est cette espèce de regarder la mer, en fait. Et c'est pas pour rien que je suis face à la mer ici. Et tout en changeant. Et c'est tout en changeant, mais tu te retires de la force à chaque fois. Il y a quelque chose qui ressort qui fait qu'en fait, à Marseille, tu peux pas être faible. Ce que je dis toujours, là, je m'égare un peu, mais en fait, Marseille est une ville qui ne tolère pas la faiblesse pour moi. Alors, c'est peut-être pour ça que certaines personnes ne l'aiment pas à Marseille, ont du mal à y vivre. Moi, elle m'a sauvée, Marseille. Elle m'a totalement sauvée. Pourquoi elle t'a sauvé? Parce que quand je suis arrivée ici, c'était une réinvention complète. C'était séparation du papa de ma fille, c'était perdre mon boulot. Enfin bref, c'était beaucoup de changements à la fois. Et donc, ça n'a pas été simple. C'était financièrement très, très, très compliqué. Et en fait, d'avoir été face à la mer, ce que je dis toujours à Marseille, la lumière est plus forte, le vent est plus fort, la mer est plus brillante, la ville est plus brillante. Et en fait, t'as pas le droit d'être faible. Tu n'as pas le droit de... oui. Donc en fait, quand ça va pas, tu regardes et tu redémarres en fait, parce que cette ville te porte. Je sais pas à quel niveau, mais cette ville me porte. Je pense qu'il devait y avoir un truc, alors pourtant je suis pas très versée dans tout ce qui est pas cartésien du tout, mais il devait y avoir un truc quand même par rapport à cette ville qui faisait que je devais y être à ce moment-là. Je devais y être à ce moment-là, ouais. Et je t'en fais une dernière. Quand je me vois dans le miroir, Je me préfère aujourd'hui, c'est sûr. Alors, on n'aime jamais se voir vieillir. Ça, c'est un point chez moi qui reste compliqué, mais je pense que c'est normal à mon âge. Mais je préfère nettement la personne que je vois aujourd'hui que celle que je voyais il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, certainement. Je pense que j'ai appris à m'aimer. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Et oui, je dois le dire, je suis assez fière de moi, en fait. J'ai appris à le dire, j'ai appris à me dire que je pouvais être fière de moi. Oui, je suis assez fière de moi, en fait. et ben bravo, que c'est un chemin, je pense, pour beaucoup de personnes. S'aimer Ouais. et oser se le dire. Ouais, c'est important, c'est un cheminement. Après, je crois que c'est beaucoup d'éléments qui viennent se mettre, tu vois, côte à côte et qui font que oui, tu trouves c'est
c'est tous des petits points qui se connectent les uns des autres. J'aime beaucoup le principe des points qui se connectent et c'est des points qui se connectent. Ça fait penser à quelque chose, les points Je pense que c'est quelque chose dont on parlait tout à l'heure, mais qui est ma philosophie. Ma philosophie, c'est hyper prétentieux. Enfin, une règle de vie pour moi. Les points se connectent toujours. Connecting the dots. Connecting the dots, exactement. Et je pense qu'au plus tu mets des points, au plus à un moment quelque part ils se connectent toujours d'une façon ou d'une autre. Et est-ce que tu aurais deux points à nous donner, enfin, qui sont les tiens en tout cas, 2 points qui se sont connectés? 2 points qui sont connectés. Il y en a beaucoup, c'est ça mon point. Je vais peut-être là, oui, une fois de plus, comme je suis bavarde, j'ai 2 points qui sont connectés. Le premier point, c'est quand j'ai terminé mes études, je devais, je parle d'une époque où on n'avait pas encore d'ordinateur personnel et c'est ma grand-mère qui m'a beaucoup élevée, enfin qui m'a élevée, qui du coup, m'avait dit: «Bah, tiens, je vais t'acheter un ordinateur pour faire taper ton mémoire, mais par contre, tu vas m'apprendre à l'utiliser cet ordinateur». Je parle de la fin des années 80. J'avais une grand-mère exceptionnelle et donc elle est allée faire un tour. Elle m'a dit: «Par contre, c'est moi qui vais faire la recherche» et donc elle est allée chez Apple Education et elle est revenue en me disant: «Voilà, il te faut un Mac, c'est ça qu'il faut» et donc elle m'a acheté le tout petit Mac, le tout premier petit Mac, minuscule et la petite imprimante jet d'encre et elle m'a dit par contre, elle me dit: «Je te l'offre, mais vas m'apprendre à utiliser cette souris» et donc elle me dit: «Ce que je ferai, c'est que je te ferai une repasse sur l'entièreté de ton mémoire. Comme ça, j'apprendrai à utiliser l'ordinateur». Elle avait à l'époque, elle devait avoir 84-85 ans et donc elle l'a appris, elle l'a fait et puis, quelques années plus tard, je me suis retrouvée, elle est partie, elle est partie en 98 et quand j'ai cherché un boulot, en fait, j'ai vu une annonce d'Apple qui cherchait à recruter quelqu'un pour Apple Belgique et là, je parle professionnel, mais OK. ça connecte les autres, et je suis rentrée chez Apple et T'en dévoiles pas trop. ouais, tu peux le reprendre si tu veux en disant que voilà, mais On va s'arrêter là, mais on va s'arrêter là, voilà, OK, mais tu nous en reparleras derrière, de ce point. de ce point. Donc voilà, donc c'est voilà, ça c'est un dot et puis ouais, puis sinon si tu veux un autre dot, je peux t'en mettre un autre qui n'est pas professionnel, j'ai un autre dot à ce moment-là, parce que j'ai été élevée par mes grands-parents. J'en ai pas parlé, bah, j'ai été élevée par mes grands-parents et en fait, moi, j'ai appris à lire quand j'étais petite dans le Nouvel Obs, parce que mon grand-père était passionné de politique française, passionné de Mitterrand, de François Mitterrand. Donc il m'a appris à lire dans le Nouvel Obs et un autre point qui s'est connecté, c'est que des années plus tard, en fait, j'ai rejoint à différents moments des engagements politiques divers, que ce soit dans mon pays d'origine ou ici en France. Et encore maintenant, je suis toujours impliquée là-dedans. Donc je pense que ça, c'est aussi d'autres points qui se connectent. Peut-être que ça dévoile un peu moins de... C'est bien, ça fait un petit teasing. On passe à la question à un inconnu et je vais te poser la question de mon dernier invité. Quelle est la chose la plus irrationnelle en laquelle tu crois profondément? Alors l'irrationnel chez moi, c'est Oh, c'est ça qui me fait rire parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu es apparemment très cartésien. c'est un sujet, alors là, mais plus cartésien, plus terre à terre. Alors, je vais dire un truc tout à fait pas rationnel et en disant ça, en bonne Capricorne, ce qui est donc tout à fait ce qui démontre à quel point on peut être cartésien et l'être un peu moins, puisque je parle d'astrologie. Non, moi, je suis quelqu'un d'hyper terre à terre. Moi, je ne crois que ce que je vois, je ne crois que ce qui est démontré. Dès qu'il y a quelque chose, il faut qu'il y ait une preuve scientifique derrière. Donc, ouais, c'est carré, tout est carré, en fait. Donc le plus irrationnel auquel je pourrais croire, c'est vraiment peut-être, oui, le fait de dire que clairement, je suis Capricorne et que c'est un signe qui est très terre à terre. Ce sera plus rationnel ou géré. OK. Et par contre, tu vois, quand tu parles de connecter les points, c'est complètement irrationnel. Oui et non, parce que pour moi, je vois justement quelque chose d'hyper rationnel et pragmatique sur le fait qu'en fait, il y a pas de hasard. Il n'y a que des points que tu as déposés à certains moments. Alors peut-être que tu ne savais pas pourquoi tu les déposais, mais tu les as posés et quelque part, ils se connectent quand tu regardes, mais c'est parce que juste tu te retournes et que tu les regardes. Donc pour moi, ça reste un regard, des points posés. Donc pour moi, c'est très rationnel. En tout cas, très rationnellement expliqué, en fait. Donc la chose la plus irrationnelle, c'est le fait d'être Capricorne. Oui, voilà. D'accord. Même de croire un peu à l'astrologie. Oui, de me dire que quand je lis mon signe, je m'y retrouve, mais bon, à mon avis, je dirais le signe un autre signe, je m'y retrouverai peut-être aussi, donc je ne veux pas savoir. On va partir du principe que ça, c'est ma partie rationnelle. Bon, très bien. Est-ce que tu as un sujet ou une attitude qui t'énerve dans le monde actuel de manière globale? Ouf, là, tu vas me lancer sur un sujet. Oui, moi, ce qui m'énerve profondément aujourd'hui, c'est le désordre. On a compris que je suis quelqu'un d'assez cartésien, j'aime bien ce qui est structuré et donc par définition, ce qui m'énerve, c'est le désordre, c'est le non-respect de la règle, c'est le non-respect de la loi. Il y a plus forte raison le non-respect de la loi internationale. Le fait que quand on a un enfant de 21 ans aujourd'hui, le monde dans lequel on l'envoie, c'est quelque chose de... Voilà, moi, j'ai pas les mots là-dessus.
Et justement, moi qui suis cartésienne et rationnelle, c'est compliqué pour moi de me dire que la responsabilité qu'on a par rapport à ça. Donc ça peut vite m'énerver fort parce que, oui, voilà, ça peut m'énerver fort, ça et l'injustice absolue peut-être de la maladie et oui, l'injustice de la maladie et la disparition. Perdre un enfant, perdre quelqu'un de maladie, etc. Ça, c'est peut-être l'autre truc qui peut aussi m'énerver profondément et c'est cette injustice-là. J'ai été touchée il y a peu de temps avec une amie proche d'une trentaine d'années, alors qui est en soins et qui est probablement en rémission, on touche du bois quand on le dit. Et ça, pour moi, c'est les pires injustices qui soient sans celle-là. Et je me dis que j'ai cette chance de ne pas être touchée, moi, à titre personnel et autour de moi, mais c'est une chance énorme. S'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu souhaiterais ne pas regretter? Je pense que je vis de telle sorte à ne jamais rien regretter de toute façon. Donc cette question, je me la suis déjà posée plein de fois et j'ai pas cette réponse. Peut-être justement parce que j'ai peut-être été confrontée en effet à la maladie de proches ces derniers temps, de gens que j'aime. Et donc cette question, on se la pose toujours et forcément en prenant de l'âge, on commence à se la poser de manière un peu plus régulière. Je vais dire un truc qui a l'air très con, j'ai pas peur de la mort. C'est un truc ça m'intéresse pas en fait. Et donc pour moi, je vis au jour le jour. Je ne regarde pas ce qui s'est passé hier et je ne me projette jamais à plus loin que maximum demain et jamais après-demain. Donc par définition, ce type de question, je pense que à ma vie, elle serait tout simplement exactement celle que j'ai aujourd'hui. Moi, je fais en sorte de ne jamais regretter quand je vais me coucher le soir ce que j'ai fait dans la journée. Donc voilà, T'y arrives? j'essaye. T'essayes? J'essaye, ouais, j'essaye. Je me pose pas beaucoup de questions, en fait. Enfin, oui, ouais, il y a des jours avec, des jours sans, mais voilà, quand c'est un jour sans, ça arrive parfois, bah, le lendemain est un nouveau jour qui te permet d'être un jour avec. Donc c'est pas très grave, en fait. Une bonne nuit de sommeil et demain, c'est reparti. Pour moi, rien n'est grave, en fait. Rien n'est grave à part, je pense, à part la maladie, la mort des gens qu'on aime, le chagrin des gens qu'on aime, etc. Oui, mais pour soi, pour moi, rien n'est grave. Est-ce que tu pourrais nous partager un des moments les plus douloureux que tu as traversés, mais surtout de nous partager les ressources que tu as utilisées pour le dépasser? Oh, je vais parler d'un truc, ouais, un des moments les plus douloureux que j'ai traversé, et je l'ai traversé il y a pas longtemps. Je l'ai traversé au début de l'année 2025. J'ai appris la mort, un premier petit ami de ma fille, qui était plus son petit ami, mais avec qui elle était restée pendant 2 ans. Et là, je vais parler d'Antoine, je vais citer son nom, et je vais essayer de pas pleurer. Pour moi, c'est la chose la plus indicible que j'ai vécue cette année, et que j'ai vécue probablement de ces 10 dernières années. C'est d'apprendre la mort d'Antoine, de penser à sa maman, Anne, que j'ai encore eu au téléphone il y a pas longtemps. C'est expliquer la mort à ma fille, qu'il a appris en plus de manière très violente, 1 mois et demi plus tard, après son enterrement. C'est aller au cimetière de Cabriès avec elle le lendemain parce qu'il fallait poser, montrer, en incapacité totale de l'accompagner, de l'aider à ce moment-là, totale, parce que moi-même je pouvais pas m'aider. Ouais, j'étais en incapacité. La preuve, j'ai encore du mal à en parler maintenant. Et puis c'est de me dire juste, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Ça, pour moi, ça a été la chose la plus... Ouais, pour moi, c'était une des choses les plus dures que j'ai eu à vivre. Parce que ça a touché ma fille, que j'ai vu ma fille sans ressources, moi-même sans ressources vis-à-vis d'elle. Et après, on se projette sur la maman. Ils avaient le même âge. Quand on va au cimetière et qu'on voit la date de naissance, qu'on voit la date de décès, c'est indescriptible. Et voilà. Et c'est ça, pour moi, qui me fait dire que, voilà, moi, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Et je pense énormément, je pense beaucoup à ça. Je pense beaucoup à sa maman. Je pense beaucoup à Anne. Et je pense tout le temps à Antoine. Et je veux le dire parce que il y a quasiment pas une journée où je pense pas à lui. Et voilà, et ça me rappelle un truc et je vais me reprendre, mais j'ai pensé aussi beaucoup à ça il y a quelques jours avec ce qui s'est passé en Suisse. Oui, ce qui s'est passé en Suisse m'a retourné en fait, parce que je me suis dit que clairement, on a tous avec des enfants qui ont l'âge de la mienne, 21 ans, cette période où ils ont 14, 15, 16 ans, qui veulent sortir, qui vont dans des endroits à la con, ce que j'appelle des endroits à la con, où on sait que très clairement la sécurité, elle est comme ci, comme ça, etc. Et je pense à toutes ces nuits que j'ai passées à attendre ma fille qui sortait avec ses copines et voilà, et où on dort pas et on veut pas trop le montrer parce qu'il faut lui laisser sa liberté, qu'il faut la laisser vivre, il faut qu'elle apprenne elle d'un autre côté. Voilà, et c'est ces 2 éléments-là qui pour moi sont 2 choses. Cette année 2025, elle a été marquée par ça et pour moi, c'est la chose la plus dure, c'est la disparition d'un jeune de 20 ans, en plus de cause naturelle, cause purement naturelle.
le truc le plus indescriptible. Quelles ont été les ressources justement pour le dépasser ce moment? Moi, je me suis plongée, comme toujours, quand ça va pas, moi, je me plonge dans le travail. Je me plonge dans le taf. Ça, c'est peut-être un reste familial. Je me plonge dans le taf. Je me plonge dans le taf. Je travaille jour et nuit. J'apprends. Je me forme. Je m'occupe l'esprit. Pour Lily, ça a été de parler avec elle beaucoup. Ça a été de lui conseiller d'aller voir une psy, d'essayer le plus vite possible d'en parler, de verbaliser, parce que j'ai un enfant qui est très secret, qui parle beaucoup moins que moi. Et et d'être près d'elle, de l'écouter quand elle en avait besoin, de prendre ses larmes qui tombaient à des moments tout à fait inattendus, et puis de l'accompagner. Écoute, partage et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, de présence, et puis la laisser aussi faire le vivre aussi de son côté, ne pas non plus la surprotéger ou je suis pas là, malheureusement, si j'avais pu l'absorber, ces douleurs, j'aurais absorbé, comme toute maman. Son enfant a mal, on veut prendre sa douleur, mais je ne pense pas qu'en faisant ça, à un moment ou l'autre, on lui rend totalement service non plus. Donc je pense que c'est essayer de trouver, alors est-ce que je l'ai trouvé ou pas, on ne sait pas, mais trouver l'équilibre entre les deux, en fait, pour que, en tout cas, elle soit pas... Qu'elle puisse vivre sa vie. Oui, et je pense qu'elle ça va mieux aujourd'hui qu'il y a quelques mois, mais elle continue à avoir sa psy, et c'est très bien comme ça. Ça va être à ton tour de poser une question au prochain invité. Quelle question t'aurais envie de lui poser? Quel est ton rêve le plus fou et as-tu envie de le réaliser? C'est une question qui m'aurait super emmerdée. Si je te la pose là. Je te dirais très franchement que j'en ai pas. J'ai pas de rêve fou. Chaque fois que j'ai eu envie de quelque chose, moi, j'ai fait en sorte de le vivre. Je trouve que vivre avec des rêves, je sais pas, de nouveau dans ma nature, c'est pas... C'est trop de projection. Ouais, c'est trop de projection, ça allait trop loin. Comme moi, je suis quelqu'un, moi, si j'ai envie de faire un truc demain, je vais le faire demain. J'ai envie de partir à un endroit, je pars. Je le fais. Mais c'est pas, je me dis pas, ouah, dans 2 ans, je rêverais de faire ça, ou j'aimerais absolument, oui, j'aurais à un moment peut-être rêvé vivre à New York. Ça aurait pu être une partie de rêve. Finalement, aujourd'hui, je me dis que j'ai eu totalement raison de ne pas y aller, vu ce qui se passe. Et sur le fond, non, je pense pas. Je pense que c'est quelque chose c'est trop de projection pour moi. Ok, bon, très bien. Quel titre tu veux pour notre épisode? Connecter le point. C'est le seul truc auquel j'avais réfléchi avant. Peu de temps avant, d'ailleurs, avec ma fille qui est assise à ta place. Non. Connecter, comment tu le veux? C'est connecter à l'infinitif ou connecter Z? ER. ER. Connecter les points. Connecter les points. Ce sera le titre de notre épisode. On passe à la dernière question. Et la dernière question est de répondre à la plus grande inconnue de notre épisode. Qui es-tu? Alors, que suis-je? Je m'appelle Laurence. Je suis belge, on a dû le deviner un petit peu. Je suis marseillaise d'adoption. Enfin, je suis belge, je dis un truc qui n'est plus juste. Je suis belgo-française, que je me suis battue pour avoir ma naturalisation française. Et ça a été un combat. Donc, même quand on est belge, c'est compliqué d'être naturalisé. Je le suis depuis l'année dernière. Donc, j'ai beaucoup de fierté d'avoir cette double nationalité, parce que je vis en France depuis 25 ans. Et je suis venue m'installer en France. C'était un choix, m'installer en France, parce que c'est un pays que j'aime depuis que je suis toute petite, puisque j'ai appris à lire avec de la politique française, etc. Moi, je regarde la France avec des yeux admiratifs. Et donc, pour moi, c'est une fierté, comme ça, c'est une fierté d'avoir une carte d'électeur en France que j'ai pas eue pendant 25 ans, et ça m'a frustrée suffisamment vu mes engagements. Voilà, et qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui essaye de transmettre de la connaissance. Alors, je suis passionnée de politique, je suis passionnée d'intelligence artificielle et d'innovation. Donc, ça, c'est des choses que je transmets à des étudiants dans le cadre de cours que je donne dans une école comme Kedge, ou quand je coach des entrepreneurs, des startups. Ça, je fais depuis 12 ans aussi au sein de l'incubateur de Kedge. Et puis, je fais également de la formation en intelligence artificielle générative pour salariés, pour étudiants, etc. Donc, ça, je fais à côté. Donc, voilà qui je suis, en fait. Tout à l'heure, tu nous as parlé de formation de personnes en situation de handicap. C'était dans quelle structure? Alors, j'ai eu la chance et j'ai eu l'honneur de monter une filiale de Simplon. Donc, Simplon, c'est un organisme de formation qui appartient à l'économie sociale et solidaire et qui forme les personnes les plus éloignées de l'emploi à des métiers, au métier du web. Et donc, en 2017, on m'a proposé de monter la filiale région sud de Simplon. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, j'ai monté tout à partir de zéro, et entre autres, les publics
public éloigné de l'emploi, on a les personnes en situation de handicap, pas que, on a également des personnes qui sont réfugiées, on a des personnes qui sont demandeurs d'emploi de longue durée, enfin, on a différents publics. Et c'est une très grande fierté que j'ai eue de monter et de diriger cette structure pendant 5 ans et de voir qu'elle est toujours vivante aujourd'hui avec une très chouette équipe qui est à sa tête et qui pérennise tout ça. Et comme je dis toujours, je l'appelle un peu mon bébé. Ça fait partie, enfin, toujours un peu des bébés, mais voilà, je suis en tout cas très heureuse de voir qu'elle va bien et toujours très heureuse de revoir les personnes qui la dirigent aujourd'hui et qui sont des gens bien. Si tu devais, parce que j'entends qu'il y a plusieurs parcours de vie, enfin d'un point de vue professionnel en tout cas. Dada, j'ai pas mentionné, c'est sûr. Est-ce que tu veux les mentionner? Est-ce que tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé d'une grande société? Oui, je peux le mentionner, c'est parce que là, dans qui je suis aujourd'hui, c'est ce qui je suis aujourd'hui. On a compris que je suis quelqu'un qui parle, enfin, qui ne regarde peu vers l'arrière. Maintenant, je sais aussi que si je fais tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une construction qui s'est faite. Donc moi, en fait, si je reviens un peu plus sur qui je suis vraiment, moi, je suis journaliste de formation, Université libre de Bruxelles. J'étais porte-parole ministérielle pendant 5 ans pour un ministre belge. Ensuite, je suis rentrée chez Apple, d'abord Apple Benelux, puis ensuite je suis passée chez Apple Europe, où j'y suis restée pendant 10 ans, à Paris puis à Londres. Et j'ai eu à cette occasion d'être beaucoup à Cupertino, au siège entre 99 et 2008, ce qui explique pourquoi j'ai quitté la Belgique, parce qu'en 99, j'ai rejoint Apple Europe. Donc j'ai fait ça, et puis après j'ai eu des postes de direction marketing et direction générale adjointe dans des grosses boîtes, puisque j'ai fait ça chez Monster, qui était à l'époque un pure player, et je suis d'ailleurs très triste de voir ce qui leur est arrivé à Monster, puisqu'ils ont été très salement liquidés il y a de ça quelques mois, et c'était une très belle boîte avec des gens extraordinaires à l'intérieur. Et puis j'étais DGA du groupe Énergie pendant 2 ans jusqu'en 2013. Et c'est quand j'ai quitté le groupe Énergie en 2013 que je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de rebondir ailleurs. J'ai décidé de rebondir ici à Marseille, de quitter Paris, de rebondir à Marseille. Connecter les points. Et là, c'est là que les points se connectent, puisque par derrière, j'ai appris à coder quand je suis arrivée ici. Et puis, la formation, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est d'apprendre. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants, et à plus forte raison, et à ma fille, et à tous les jeunes que je rencontre. C'est qu'en fait, en plus forte raison, en 2025-2026, on est dans une société où on doit être en veille de tout le temps. Moi, j'ai repris des études il y a 2 ans. Je suis retournée, je suis allée faire un truc dont je rêvais. J'ai été étudiée à Sciences Po pendant 9 mois. J'ai été faire une formation d'Executive Education à Sciences Po, quand j'ai quitté Simplon, et pour être administratrice indépendante certifiée, puisque je siège au conseil d'administration d'une boîte marseillaise qui s'appelle Enogia, et qui est cotée à l'Euronext, qui est une très très belle boîte qui fait des turbines qui récupèrent la chaleur fatale au-dessus des cheminées. Donc c'est un truc très industriel, mais très 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 belle boîte qui marche au tonnerre. Et donc je trouvais que pour être pertinente dans ce rôle-là, je voulais me former, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui te fait kiffer? C'est apprendre. Et je me suis dit, je retourne à l'école, et je suis retournée j'ai fait cette formation de 9 mois, j'étais ravie. Donc c'est apprendre, et toujours ces points qui se connectent. C'est ce que j'allais dire. Il y a toujours des nouveaux points qui viennent se rajouter. Et qui font que ça fait plein de choses qu'on fait à la fois. Et c'est super instructif. Et puis aujourd'hui, à côté de tout ça, je sais pas comment tu vas faire pour mettre tout ça ensemble, mais j'ai une mission de conseil que j'adore depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. J'ai la moitié de ma vie à la montagne, puisque je m'occupe du développement produit, marketing, communication. On fait d'une station thermale en Ariège. C'est un joli teint. Qui a Ça fait du bien, en tout cas. C'est des eaux qui soignent, comme je dis toujours. C'est des eaux qui soignent, des eaux chaudes qui soignent. Et voilà, je fais ça depuis maintenant 1 an et demi. Et ça m'a fait aussi beaucoup de bien de faire un truc qui n'a rien à voir. Et donc là, je suis quasiment à mi-temps maintenant en Ariège, dans une très, très jolie petite ville qui s'appelle Axéterme. Et je suis très fière de relancer cette structure avec sa directrice générale. Et voilà, on a monté une espèce de monter un tandem toutes les deux pour relancer cette marque, pour lancer cette marque. Et c'est passionnant parce que ça touche tout ce qui me passionne, le soin, l'innovation, et je découvre le tourisme, tout ce qui est beauté, j'adore. Donc c'est rien à voir avec tout ce que j'ai dit avant, mais c'est chouette d'avoir plein de vie, en fait. Tu vas peut-être connecter les points. Ça va certainement connecter des points, parce qu'en fait, ça connecte à un autre point. Avant de conclure, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Laurence? Et je voulais juste rajouter, je trouve le concept de ton podcast exceptionnel. Je ne me serais jamais livrée et parler comme j'ai parlé aujourd'hui, dire je ne le ferai plus, sur qui je suis de manière aussi précise, si j'avais en effet expliqué qui j'étais au début. Et le fait de pouvoir parler de cette façon-là, je trouvais c'est exceptionnel. Donc je trouve vraiment ce concept, je le trouve fabuleux. Je te l'avais dit, voilà, mais je le répète ici, et j'invite vraiment, c'est une super expérience. Merci beaucoup, Laurence. On va terminer sur ces jolis mots. Merci
Laurence, pour notre échange dans l'inconnu. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à commenter, mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Laurence. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Merci Laurence.